So now the next presentation will be made by Thomas Fioron, who is a biostatistician here in the IUCT, Institut Universitaire de Cancer. So thank you very much for your invitation. In the first time, I would like to thank the organizing committee who invite me to present this talk about methodological issues of early clinical trials in oncology, development of combinations. Speaking about clinical trials methodology for clinician and researcher is a difficult task. So, after discussion with the organizing committee, I go to perform my presentation in French, avec un petit accent du sud de la France. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Thomas Fioron, responsable de la cellule biostat de l'Institut Claudius Regaud, et on travaille sur tout ce qui est méthodologie biostatistique appliquée à la recherche clinique, à la recherche transactionnelle, et on développe également des méthodes en méthodologie biostatistique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette invitation, c'est pas du bourrage de crâne qui a été lié à la période Covid. On aurait pu se dire, ils invitent au niveau du CICOR un biostatisticien parce qu'ils ont vu plein de courbes au cours de l'année 2020, mais en fait cette invitation était antérieure. Elle n'est pas liée au fait que des personnes ont dit n'importe quoi sur des courbes avec un présentateur de LCI qui disait « Ah, regardez, il y a une augmentation, il y a une diminution, on a un nombre de décès qui tombe au cours du temps. » Il y a eu des biostatisticiens qui ont été sur des plateaux télé, Catherine Hill qui s'est un peu chauffée avec David Pujadas, et plus récemment, Dominique Costagliola dans Quotidien. Donc, cette invitation est antérieure à tout ça. Et surtout, antérieure au fait qu'il y a eu une combinaison qui a fait parler beaucoup et couler beaucoup d'encre, qui était azithromycine et chloro. Qu'est-ce qu'on en fait? On en donne comment? On l'associe 2 fois? Comment on fait? Trêve de plaisanterie. Maintenant, on va parler un peu des combinaisons en cancérologie. Des combinaisons en cancérologie, il y en a de plus en plus, en immunothérapie. Là, j'ai mis un exemple sur le cancer du rein de stade avancé, où c'était niveau IPI versus SUTENT. Un autre exemple, mais une association entre le Pembro et la chimiothérapie, versus une chimiothérapie qui a été publiée par Gandhi dans le New England en 2018, qui a montré le bénéfice de l'association chimio-Pembro par rapport à un traitement standard. Des associations, il y en avait aussi de façon antérieure. Par exemple, là, je vous ai mis un exemple, le papier de Baselga qui a été publié en 2012, l'étude Cléopatra, qui avait fait une association de 2 anti-HR2, donc le pertuzumab et le trastuzumab, avec une chimiothérapie pour le cancer du sein métastatique, et qui avait montré une différence statistiquement significative en termes de survie globale. Cette association, mais sans la chimiothérapie, a également été utilisée en adjuvant, donc trastupertu versus trastuzumab, et avait montré une différence significative en termes de survie sans maladie, avec une p-value à 0,45, mais une différence de uniquement 1,7% à 5 ans, à 4 ans. Donc c'était posé l'intérêt de la pertinence clinique de cette association chez les patientes en adjuvant. Il y a également eu des échecs. Par exemple, là j'ai mis l'étude Mystique, donc qui était une phase 3 randomisée qui comparait durvalumab avec ou sans tremelimumab à une chimiothérapie standard, qui a montré un hazard ratio à 0,76 pour la comparaison durvalumab versus chimiothérapie, une p-value à 0,04 mais qui est non significative, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, et au niveau de l'association chimiothérapie versus chimiothérapie plus durvalumab plus tremelimumab, une différence non significative avec une p-value à 0,20. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'associations, avec pour objectif d'améliorer l'activité, mais tout ça peut également augmenter la toxicité. Du coup, si on reprend un peu le développement des molécules, on part d'une idée, un nouveau concept, issu d'hypothèses biologiques, avec des données in vitro, in vivo, où par exemple, on veut associer des différentes molécules pour cibler différents types de mécanismes d'action. Par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure, au niveau des anti-HR2, où on a mis trastuzumab plus pertuzumab pour cibler la voie HR2. On peut également s'intéresser à regarder les résistances de mécanismes, à cibler des potentiels mécanismes de résistance. Par exemple, en ajoutant un inhibiteur mTOR aux anti-œstrogènes dans le cancer du sein. Donc, une fois qu'on a cette idée, on va partir au niveau de la phase 1, où l'objectif est de montrer
est-ce que la combinaison est safe? Donc l'objectif, c'est de déterminer quelle est la combinaison maximale tolérée ou la dose recommandée pour la phase 2. Et également, d'évaluer l'activité de la combinaison. Pour ça, on a une escalade de dose pour la tox, et on peut screener l'activité au niveau de la phase d'expansion. Ensuite, on a la phase 2, où on va regarder finalement, est-ce que la molécule marche? On va déterminer si la combinaison est suffisamment prometteuse en termes d'activité pour être étudiée de façon plus tardive en phase 3. Pour ça, on a deux types de schémas, les single arm ou les essais randomisés. Et puis finalement, on a le Graal, la phase 3, qui va être de dire, est-ce que la combinaison est meilleure que le standard? Donc on va vraiment vouloir montrer l'efficacité de la combinaison. Faites attention, entre la phase 2 et la phase 3, phase 2, j'ai parlé d'activité, phase 3, j'ai parlé d'efficacité. Parce qu'au niveau de la phase 3, on va vraiment faire une comparaison. Donc la phase 1, c'est la première utilisation d'une nouvelle drogue ou d'une combinaison chez les hommes. En oncologie, les molécules sont évaluées chez des patients et pas chez des volontaires. L'objectif est d'évaluer la safety et de déterminer la dose optimale pour une évaluation plus tardive. Au niveau des cytotoxiques, on disait qu'il y avait une relation entre la dose et l'activité antitumorale. Plus on augmentait la dose, plus il y avait une activité antitumorale. Ce qui n'est pas forcément vrai au niveau des thérapeutiques ciblées ou des immunothérapie. On partait du principe qu'il fallait avoir une escalade de dose, où on escaladait au prochain palier de dose seulement si le palier actuel était considéré comme safe. Il fallait que l'escalade soit rapide s'il n'y avait pas de toxicité, pour éviter d'exposer des patients à des doses infrathérapeutiques. Et s'il y avait un signe de toxicité, il fallait que l'escalade de dose ralentisse, afin d'éviter d'exposer des patients à des doses trop sévères, trop toxiques. Juste là, quelques définitions. Donc, quand on a une phase 1, en fait, il faut qu'on définisse des DLT. C'est des effets indésirables qui sont reliés aux molécules, qui sont considérés comme inacceptables du fait de leur toxicité ou du fait qu'elles soient irréversibles et qui vont limiter l'escalade de dose. On doit définir un niveau de toxicité, donc le target toxicity level, qui est la probabilité maximale considérée comme acceptable dans un essai. Généralement, dans l'essai de phase 1, il est considéré entre 20 et 30%. Attention, il y a deux définitions. Ensuite, on doit avoir la dose maximale tolérée, avec deux définitions. La dose aux US, ou la dose aux US, ça sera la plus haute dose tolérée. Si on est en Europe et au Japon, ça sera considéré comme la plus basse dose non tolérée. Donc, la MTD en Europe et au Japon, c'est la dose aux US plus 1. On a différentes approches d'escalade de dose, des approches algorithmiques, par exemple la méthode standard, des méthodes développées par Richard Simon, l'Accelerated Titration Design, et on a également des approches basées sur des modèles mathématiques, notamment le Continual Reassessment Method qui a été développé par John Quickly. Comme je ne suis pas sûr que vous étiez familier avec les escalades de dose, je vous ai juste mis un petit exemple de la méthode standard, avec un objectif d'avoir une toxicité selon les US de 20%. On va considérer donc que la MTD est la plus haute dose pour laquelle 0 ou 1 patient parmi 6 présente une DLT. On va inclure 3 patients à un palier de dose. Si on n'est pas DLT, on va passer au niveau de dose supérieure. Si on a une DLT, eh bien, on va rajouter 3 patients supplémentaires à ce palier de dose. Et si à la fin, on a une DLT sur les 6 patients, on va passer au palier de dose supérieure. Si on a 2 ou 3 DLT sur les 3 premiers patients, alors on aura considéré que la MTD est atteinte. Et si, quand on est dans ce cas de figure-là, où on avait une toxicité sur les 3 premiers patients, on inclut 3 patients supplémentaires, on se retrouve avec au moins 2 DLT parmi les 6 patients, on va considérer que la MTD est atteinte. Ça, c'est le principe des escalades de dose dans le cadre du développement d'une molécule. Dans le cadre des développements des combinaisons, il y a des recommandations qui ont été réalisées par le NCI en disant, mais comment on fait? On se retrouve avec 2 molécules. S'il y a un overlap de DLT ou possiblement un effet pharmacodynamique, ils ont recommandé de réaliser une phase 1.
S'il n'y a pas d'overlap de DLT, pas d'effet plausible au niveau pharmacodynamique, mais une interaction possible sur la base de la PK, ils ont proposé de réaliser un design sur des données de PK. S'il n'y a aucun effet plausible sur la base de la PK ou de la pharmacodynamie, ils considèrent qu'il faut réaliser un safety run et ensuite partir directement en phase 2. Le safety run, c'est quoi? Si on va inclure 6 patients, on va regarder qu'il n'y a pas de toxicité, et s'il n'y a pas de toxicité, alors on va en phase 2. Ça, c'est joli. Ça paraît simple. Donc, on va prendre un exemple. On est dans le cas où on a 2 molécules, une drogue A et une drogue B, pour lequel on a déjà la safety, la profil de toxicité et la dose optimale. On veut combiner ces 2 molécules. Du coup, on va s'intéresser à la toxicité, avoir le profil de toxicité, la safety, décrire le profil de toxicité et déterminer la combinaison optimale. On va partir d'un cas simple. La molécule A, on a 5 paliers de dose. Le palier de dose optimal, c'est le 5e palier. La molécule B, on a 4 paliers de dose. Le palier de dose optimal, c'est le palier 4. Premier cas, la molécule A, c'est le standard. On va dire qu'on veut rester avec le standard à une dose fixe, qui est la dose qui est la MM, et on veut s'intéresser à augmenter uniquement la molécule B. Du coup, on va pouvoir ordonner les différents paliers en fonction de la probabilité de toxicité. A full dose avec la molécule B au premier palier sera moins toxique que A avec le deuxième palier, B le deuxième palier, B le troisième palier et B le quatrième palier. Du coup, on se retrouve finalement dans un cas unidimensionnel où on peut faire une escalade de doses, soit avec les modèles algorithmiques que je vous ai montrés tout à l'heure, soit avec d'autres approches. Après, une question qu'on doit se poser, c'est je commence à quel palier de dose? Est-ce que je commence full dose de tout? Ou est-ce que j'ai des données en amont et je commence au plus petit palier? En fonction de ça, on peut faire soit une escalade de dose, soit une désescalade de dose. Par exemple, c'est ce qui a été réalisé dans un essai de phase 1 qui a été publié par Agley et Yetta dans Annals of Oncology en 2014, où ils se sont intéressés à associer la gemcitabine 1000 mg par mètre carré, donc le standard, au trémilimumab. Pour ça, ils avaient 3 doses de trémilimumab, 6, 10 ou 15 mg par kilogramme. Ils sont partis que l'hypothèse que cette combinaison de 2 agents pouvait avoir augmenté l'activité antitumorale sans augmenter la toxicité. Ils ont fait une escalade de dose selon une approche standard avec une dose maximale tolérée qui était s'il y avait 1 ou 6 patients qui avaient des DLT. Donc là, on voit, on combine 2 molécules, mais finalement, on se retrouve dans un problème unidimensionnel. Maintenant, c'est là où ça commence à devenir casse-tête. On est sur un co-développement de 2 molécules. La molécule A, la molécule B. On ordonne, plus on va vers là, plus il y a la tox, plus on monte, plus il y a de la tox. Première question, c'est je commence où? Je commence aux doses optimales des 2 molécules. Je prends moins de risques. C'est la première question à laquelle il faut répondre. C'est vraiment de voir un clinicien et pharmacocinéticien et par rapport aux informations qu'on a au niveau de l'ABI et en discussion avec le laboratoire, de dire mais quelle est ma première dose à laquelle je dois partir? Une fois qu'on a cette réponse, on va déjà savoir si on va faire une escalade de dose ou une désescalade. Prenons le cas de figure où du coup on va dire allez, on va commencer safe, on va commencer au plus petit palier. Comment on fait pour monter? Déjà, on sait que là, plus on descend, moins on aura toxicité. Plus on va de gauche à droite, plus il y aura toxicité. Du coup, on ne sait rien entre ces 2 paliers de dose, lesquels sont les plus toxiques. Du coup,
on se retrouve avec des doses qui sont partiellement ordonnées. On peut faire la stratégie d'utiliser un chemin en disant, ben voilà, on s'intéresse surtout à la molécule B, donc on veut monter la molécule B, et une fois qu'on aura obtenu l'effet biologique maximal, on s'intéresse d'abord à la molécule A, on veut obtenir un effet biologique optimal, et ensuite, on passe sur la molécule B. Problème, on se retrouve avec plein de combinaisons qui ne seront pas étudiées. Tout ce qui a des points d'interrogation. Du coup, une autre stratégie pourrait être de faire un second chemin, celui qui est en violet. Le problème, on peut se retrouver avec deux combinaisons maximales tolérées, donc ces deux combinaisons, mais à se poser la question de savoir finalement laquelle a le plus d'activité. Du coup, on peut très bien imaginer faire le chemin numéro 1 et de se dire, une fois qu'on a fait le chemin numéro 1, qu'on a une combinaison maximale tolérée, on se laisse la possibilité d'aller explorer des paliers à droite et à gauche. Et une fois qu'on a par exemple 2 combinaisons maximales tolérées, alors on fait une phase d'expansion pour voir laquelle est sur laquelle il y a le plus d'activité. Donc les cohortes d'expansion jusqu'à présent c'était surtout pour documenter la toxicité. Puis il y a plusieurs publications qui ont été réalisées et qui ont fait des revues de la littérature et qui ont montré qu'on pouvait avoir différentes stratégies. Donc ça c'était une publication qui a fait Munia Al-Zelfani quand elle était à l'Institut Curie, où à l'ULB phase 1 on avait mis des recommandations concernant la stratégie. Est-ce que le rôle de la phase 1 c'était de documenter la toxicité ou de déterminer la dose optimale, par exemple en termes d'efficacité ou d'activité? Et du coup, on disait qu'il y avait un intérêt à justifier le nombre de patients à inclure au niveau de la cohorte d'expansion pour avoir des informations solides pour partir en phase 2 avec une dose optimale. Là, je vous ai mis un exemple sur le développement du trimidimumab de l'association et le durvalumab. Donc c'était la phase 1 qui a été publiée par Antonia dans Lancet en 2016, où ils avaient donc le durva où ils avaient 4 paliers de dose et le trimidimumab où ils avaient 3 paliers de dose. Ils n'avaient pas utilisé la même stratégie que je vous ai montré tout à l'heure, ils avaient utilisé une stratégie dite de zone prometteuse, où en fait, ils avaient découpé en différentes zones, et ils avaient dit, ben voilà, on part de la zone 1, les zones qui nous intéressent, d'abord, c'est vraiment monter le durvalumab. Et une fois qu'on monte le durvalumab, on peut s'intéresser, par exemple, si on est en durvalumab 15 mg et trimidimumab 3 mg, à explorer le palier 5A et le palier 5. Donc on voit que dès qu'on est en 2 dimensions, on peut se retrouver avec plein de schémas possibles et plein de combinaisons à explorer possibles. À la suite de cette étude, ils avaient fait une phase d'expansion dans le durvalumab 20 mg tous les 4 semaines et trimidimumab 1 mg par kilo. Tous ces exemples-là pour vous montrer que finalement, il y avait un papier de Marie-Carré-Rivière qui avait été publié dans Alsaf Oncologie, où ils avaient repris 182 publications qui avaient au moins 2 agents qui étaient pour lesquels l'escalade de dose était réalisée pour au moins 2 agents. Et ils avaient dit que finalement, dans 88% des essais, il y avait une méthode traditionnelle ou un 3+3 qui était utilisé. Et que les méthodes, au vu de tout ce que je vous ai présenté là, les méthodes dans le cas de simple agent n'étaient pas forcément appropriées pour les combinaisons. Et ce qui est recommandé, c'était d'utiliser des méthodes bidimensionnelles, notamment celle qui avait été proposée par Wang dans Biometrics en 2005, où Marie Carrère avait publié également un papier dans StatMed. Ce type d'approche a été utilisé pour évaluer la combinaison nératinib-temsirolimus chez les patients HER2+, avec des tumeurs solides, donc un papier qui a été publié par Lena Gandhi dans le JCO en 2014, où en fait ils sont partis de 2 molécules, le nératinib et le temsirolimus, avec 4 doses pour chacun, et ils ont dit, ben voilà, on va commencer en faisant 2 doses, 2 paliers. Un palier 15 mg 160 nératinib, un palier 25 temsirolimus avec 120 de nératinib. Ils ont eu une DLT au niveau du palier 160 nératinib. Ils ont fait tourner leur modèle,
qui leur a recommandé de faire des cohortes à ces paliers-là. Donc 160 nératinib. Ah merde, on voit pas. Donc de faire des cohortes. Tac, tac. Ensuite, ils ont refait tourner et ça leur recommandait d'aller explorer ces paliers-là. Ils ont fait ça plusieurs fois avec le modèle mathématique, donc une dizaine de cohortes. Et finalement, ils ont fait une escalade de dose en 2 dimensions. Ils ont montré que la MTD, c'était temsirolimus 25 mg et nératinib 200 mg. À la suite de ça, en fait, ce type d'approche, ça demande beaucoup d'un travail de simulation qui doit être réalisé en amont au moment de monter l'étude par les biostats, où en fait on définit des scénarios et on dit, ben voilà, en fonction des probabilités de toxicité, qu'est-ce que donne la méthode d'escalade de dose 2 dimensions versus les approches classiques? Combien de fois est-ce qu'on va bien sélectionner la bonne MTD? Combien de patients on va inclure à des paliers de dose qui seraient infrathérapeutiques ou à l'inverse toxiques? Donc on fait des scénarios optimistes, et également des scénarios pessimistes. Ça fait l'objet d'un petit éditorial par Soumitra Mandrekar, qui est biostat à la Mayo, toujours dans le JCO, à la suite de ce papier. Tout ça, c'est bien, mais c'était... on disait qu'il y avait une relation de dose-toxicité sur les cytotoxiques. Et finalement, on voit que au niveau des thérapeutiques ciblées, la MTD, elle est quasiment jamais atteinte. Au niveau de l'immunothérapie, la MTD, elle est vraiment rarement atteinte. Du coup, une des questions qu'il faut se poser au moment où on design l'étude, c'est de dire, mais la stratégie d'escalade de dose, elle dépend du type de molécule. Est-ce qu'on est sur une association de 2 cytotoxiques, d'un cytotoxique et d'une thérapeutique ciblée, ou par exemple de 2 immunothérapies? Pour parler de ça, en fait, il y a un papier qui a été publié par CIME dans Annals of Oncology en 2019, qui a fait une revue de la littérature des essais de phase 1, qui avait au moins 2 molécules. Donc, ils ont revu tous les papiers qui ont été publiés entre janvier 2011 et juin 2018, avec au moins une immunothérapie, soit un anti-PD-L1, soit un anti-CTLA4. Donc, ils se sont retrouvés avec 80 papiers pour lesquels il y avait une association anti-PD-1 avec un second agent, et 40 papiers avec une association anti-CTLA4 et un second agent. Ils ont regardé la stratégie qui avait été utilisée. Est-ce que c'était une escalade de dose, donc en vert, une désescalade en bleu, ou est-ce qu'il n'y avait pas d'escalade de dose? Ils ont regardé ça en fonction du type du second agent, et qu'est-ce qu'ils ont montré? C'est que par exemple, pour les immunomodélateurs, il y avait toujours, souvent, une escalade de dose qui était réalisée dans les designs des études. Au niveau des cytotoxiques, ça se contrebalançait. Ensuite, ils ont regardé finalement le nombre de combinaisons pour laquelle la MTD était atteinte. La dose target était atteinte. Et en fait, ils ont montré que pour les anticorps pour les chimiothérapies, la dose cible était toujours atteinte. À l'inverse, pour les immunos, c'était pas le tout petit ça. Bon, donc en fait, il conclut le papier en disant que dans le cas des combinaisons d'immunothérapie, il faut prendre en compte le type de molécule, est-ce que c'est un anti-PD-L1 ou un anti-CTLA4, et que les combinaisons avec des petites molécules demandent une escalade de dose dans le schéma en raison du risque de toxicité, que pour les immunothérapies, ça peut être utilisé directement avec un simple agent qui a à la dose recommandée, sans forcément réaliser une escalade de dose, et que pour les designs dans lesquels il y a une immunothérapie avec une chimiothérapie, on peut directement partir de la dose des doses initiales et ensuite faire une désescalade. Tout ça sans forcément augmenter le risque de toxicité. Une fois qu'on a passé cette étape de phase 1, on va arriver à la phase 2. Donc pour objectif, c'est de montrer que la combinaison marche, donc déterminer si la combinaison est assez suffisamment prometteuse
pour aller être évalué en phase 3. Et ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, on va comparer au standard of care pour montrer est-ce qu'on fait mieux. Initialement, les phases 2, en fait, c'était pour évaluer l'activité d'un traitement et déterminer s'il était suffisamment actif pour aller derrière en phase 3. Ça devait être court. On devait avoir réalisé la phase 2 sur un délai assez court, avec un critère de jugement qui était utilisé, qui était très précoce. Par exemple, taux de réponse. La survie globale était quasiment jamais utilisée. On devait inclure un nombre faible de patients, et pour des raisons éthiques, on mettait des règles d'arrêt en cas de toxicité ou pour inactivité. On réalisait des designs monobras où on se comparait finalement avec des hypothèses historiques. Ce type d'étude, ce type de design, donc single arm, a récemment été utilisé pour avoir un approval accéléré de l'association lenvatinib plus pembrolizumab dans le cancer de l'endomètre, où en fait, ils ont obtenu, sur les 94 patients inclus, ils ont obtenu un taux de réponse de 38%. Ils ont obtenu l'approval, donc dans la keynote 146, en comparant ces résultats aux résultats historiques du pembro monothérapie dans le cancer de l'endomètre, dans la keynote 028, avec un taux de réponse de 13%. À la suite de ça, il y a eu l'approval accéléré. Donc une combinaison approuvée sur une phase de monobras, c'était pas forcément le standard jusqu'à très peu de temps. Après, au niveau des single arm, donc ce que je vous disais, c'est qu'on se comparait à des hypothèses historiques et soit on faisait des phases 2 randomisées non comparatives, ou on randomisait un bras standard qui était une comparaison historique et un bras contrôle juste pour vérifier les hypothèses de l'étude. Donc il n'y avait pas de comparaison directe. Le principal problème de ce type d'étude, c'est qu'on peut se retrouver avec des biais de sélection, que les patients diffèrent des contrôles historiques, et ensuite, si on fait une erreur au niveau des hypothèses, on peut se retrouver soit avec un essai positif parce qu'on a sous-estimé les hypothèses, soit avec un essai négatif à tort. Du coup, il y a de plus en plus d'essais de phase 2 randomisés. Il a été proposé de réaliser des essais de phase 2 randomisés comparatifs, dont l'objectif n'est pas de remplacer la phase 3. L'essai de phase 2 randomisé comparatif est pour démontrer que le traitement fait mieux que le standard of care, mais en prenant un alpha, donc un risque de montrer une différence à tort qui est plus important que pour la phase 3, et en prenant des différences attendues beaucoup plus importantes. Par exemple, sur une phase 3, on va prendre un alpha à 5% bilatéral. Sur une phase 2 randomisée, on va prendre 10% de risque de montrer une différence à tort unilatérale. Donc, l'essai randomisé comparatif n'est pas là pour remplacer la phase 3. Ouais. Hop, il me reste 2 minutes, c'est ça? Hop. Donc, juste, je vais partir juste vous présenter la logique des phases 2 randomisées sur la phase 3. En prenant l'exemple du tremelimumab. Donc on va partir qu'il y a 3 cas de figure. Voilà. Une fois qu'on a fait la phase 2, on peut se retrouver dans un cas de figure où on va se retrouver avec un standard of care qu'on va vouloir comparer à une combinaison. Dans ce cas-là, on va faire la phase 2. S'il y a un effet, on va se retrouver avec une phase 3 où on va comparer un bras expérimental au standard of care. Si la molécule B est active et qu'on sait qu'il y a un grand intérêt à la mettre avec la molécule A, on va se retrouver avec une phase 2 randomisée, combinaison, versus le bras B, versus standard of care. Et derrière, on va faire une phase 3 avec un ou 2 bras expérimentaux versus le standard of care. Si on a 3 molécules, si A et B sont inefficaces ou pas actifs, on va faire une phase 2 AB versus standard of care. Et derrière, on va se retrouver avec une phase 3, un bras expérimental versus standard of care. Dans le second cas de figure, si A est inactif, par contre B est actif, on va faire une phase 2 randomisée comparative. Et à la suite de cette phase 2 randomisée comparative, on va faire une phase 3 avec un ou 2 bras expérimentaux versus standard of care. Si on a à la fois les molécules A et B qui sont actives, on va faire une phase 2
combinaison versus A versus B versus standard of care, et on va se retrouver avec une phase 3 où on aura entre 1 ou 3 bras expérimentaux. Du coup, on va se retrouver à faire plein de tests. Et du coup, si on fait plein de tests, on va avoir une augmentation de l'erreur de type E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait 3 tests, on aura 14% de chance de montrer une différence qui n'existe pas dans au moins un des deux bras, dans au moins un des bras. Si on fait 10 tests, 40% de chance de montrer une différence à tort. Pour éviter cela, il y a la FDA qui a fait des propositions pour prendre en compte la multiplicité des tests dans le cas des essais randomisés, avec plusieurs bras de traitement. Donc soit on fait une analyse en hiérarchisant les critères de jugement, soit on utilise d'autres approches, par exemple les approches bien connues de Bonferroni. Et pour éviter de prendre beaucoup de retard, on va passer à la diapo sur le trémé qui va bien illustrer le problème. Donc en fait, c'était Durva plus trémé, donc c'était l'essai mystique, publié par Rizzi dans JAMA Oncol, où il y avait 3 co-primary objectifs. Durvalumab plus trémé versus standard of care, Durvalumab plus trémé versus standard of care sur la survie globale, et ensuite Durvalumab versus standard of care sur la survie globale. Donc 3 comparaisons. Ça veut dire qu'il va falloir dépenser le alpha à 5% pour rester à 5% global. Donc ce qu'a fait à l'époque Astra, c'est qu'ils ont dit on va mettre 0,5% de risque sur la comparaison Durvalumab plus Tremelimumab versus chimiothérapie pour la PFS. On va mettre 3% de alpha sur Durvalumab versus chimiothérapie pour la survie globale. Et on va mettre 1,5% sur Durvalumab plus Trimé versus chimiothérapie. Donc, ils ont hiérarchisé en disant, voilà comment on va dépenser le alpha. Et à la suite de ça, ils se retrouvent avec, au niveau de la PFS, pour Durvalumab plus Trimé versus chimiothérapie, avec une étude négative. Durvalumab versus chimiothérapie sur la survie globale, une étude qui est négative avec une p-value à 0,04. Il fallait qu'elle soit inférieure à 3% pour être significative. Et ensuite, une différence non significative sur la troisième comparaison. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils sont partis très vite sur une comparaison, sur un essai à 3 bras, avec Durva et Durva plus Trémé, sans forcément avoir assez d'informations au niveau de l'activité de l'association. Donc tout ça pour dire que le développement de molécules en combinaison est un challenge particulier sur lequel il n'y a pas vraiment de solution toute faite et que ça nécessite une étroite collaboration entre cliniciens, pharmacologistes, chercheurs et méthodologistes biostatisticiens. Et juste mes 2 petits trucs à la mode en ce moment. Appeler un statisticien après que l'expérience soit finalisée, c'est comme lui demander de faire une autopsie. Il pourra seulement déterminer la cause de l'échec. Et on pourrait dire ça à l'ère du Covid, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Merci pour votre attention.